Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers d'Émile Durkheim et de sa vision de la cohésion sociale. Un sujet passionnant. Ah oui, vraiment à Anno Poidre. Imaginez la France du 19e siècle, une époque de grands bouleversements. C'est dans ce contexte qu'Émile Durkheim, un des pères de la sociologie moderne, se pose une question fondamentale. Comment une société, malgré toutes ses transformations et ses divisions, arrive à maintenir son unité? Une question plus que jamais d'actualité. Et pour y répondre, Durkheim développe des concepts clés comme les faits sociaux, ces forces extérieures qui influencent nos comportements. Des forces extérieures. Oui, prenons l'exemple des cadeaux de Noël. Même ceux qui ne fêtent pas Noël se sentent obligés de participer à cet échange de cadeaux. Ah oui, c'est vrai, on se retrouve tous un peu pris dans cette spirale. Exactement, c'est une illustration de la force de ces faits sociaux qui s'impose à nous. Fascinant. Et cette colle qui maintient la cohésion sociale, c'est ce que Durkheim appelle la conscience collective, n'est-ce pas? Tout à fait. La conscience collective, c'est l'ensemble des croyances, des valeurs, des idées partagées par les membres d'une société. Un peu comme un ciment invisible. Exactement. Mainstream qui unit les individus, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour Durkheim, la société n'est pas une simple somme d'individus, c'est une entité avec sa propre force. Oui, tout à fait. Durkheim compare la société à un organisme vivant. Chaque organe a sa fonction. Et si un organe dysfonctionne, c'est... L'organisme entier est affecté. Et pour illustrer cette idée de dysfonctionnement social, Durkheim s'est penché sur le suicide. Le suicide des RLS. Mais c'est un acte individuel, non c'est. C'est là que Durkheim est révolutionnaire. Il analyse le suicide comme un fait social. Comment ça rêve? Il observe les statistiques de suicide en Europe au XIXe siècle et constate une augmentation significative. Ce qui l'intéresse, ce sont les tendances, les corrélations. Vous voulez dire qu'il y a un lien entre le suicide et l'état de la société? Exactement. Durkheim observe que l'augmentation du taux de suicide est liée à la transition d'une société traditionnelle à une société moderne, plus individualiste. Donc, la modernisation de la société aurait un impact sur le suicide. Mais comment explique-t-il ce lien? Durkheim affirme que la société moderne, en affaiblissant les structures traditionnelles comme la religion ou la famille, provoque une perte d'intégration sociale. L'individu se retrouve plus isolé avec moins de repères et ça peut mener au désespoir et au suicide. Un sentiment de perte de repère, c'est ce qu'il appelle l'anomie. Exactement. C'est une idée troublante mais terriblement actuelle. On a l'impression que Durkheim avait déjà pressenti certains des maux de nos sociétés. Absolument. Et face à ce constat, que propose Durkheim? Yeah. Il propose de renforcer les organisations sociales, notamment celles liées au travail, pour redonner aux individus un sentiment d'appartenance, un bot de la solidarité. Donc, si je résume, pour Durkheim, le suicide n'est pas juste une tragédie individuelle, mais le symptôme d'un mal-être social. Tout à fait. Il va même plus loin en distinguant différents types de suicides en fonction du degré d'intégration et de régulation sociale. Intéressant. Et avant de plonger dans le détail de ces différents types de suicides, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur la critique de Durkheim de la société de son époque. Qu'est-ce qui, selon vous, l'aurait interpellé dans le monde d'aujourd'hui? Hmm. Je pense que Durkheim aurait été frappé par l'omniprésence des nouvelles technologies et leur impact sur nos vies, l'hyperconnexion, les réseaux sociaux. Ah oui, Tout cela contribue à la fois à nous rapprocher et à nous isoler. c'est une excellente question. Durkheim aurait sans doute cherché à comprendre comment ces nouveaux faits sociaux influencent la cohésion sociale. Et s'ils renforcent ou affaiblissent les liens entre les individus. C'est justement ce qu'on va explorer dans la suite de cette deep dive. On va voir comment les idées de Durkheim, même si elles ont plus d'un siècle, peuvent nous aider à comprendre les défis de nos sociétés. On se retrouve dans un instant. Alors, comme on l'a évoqué avant la pause, Durkheim identifie différents types de suicides, chacun lié à un déséquilibre dans l'intégration ou la régulation sociale. Oui, c'est vraiment le cœur de sa théorie. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus ces différents types de suicides? Par exemple, le suicide égoïste, le nom lui-même est assez interpellant. En effet, le suicide égoïste, selon Durkheim, survient lorsque l'individu est trop isolé, trop replié sur lui-même. Il manque de liens sociaux forts, de ce sentiment d'appartenance à un groupe. Imaginez une personne âgée qui a perdu son conjoint, ses amis, sa famille. Oui. Elle se retrouve seule, sans raison d'être en dehors d'elle-même. C'est une image triste, mais malheureusement très réaliste. On peut facilement imaginer comment ce type d'isolement peut mener au désespoir. Et à l'opposé, vous avez mentionné le suicide altruiste. C'est un concept assez difficile à saisir, non? Oui, le suicide altruiste est sans doute le plus paradoxal. Hmm. Il se produit lorsque l'individu est au contraire tellement intégré au groupe qu'il est prêt à se sacrifier pour lui.
Durkheim donne l'exemple des soldats qui se jettent sur une grenade pour sauver leurs camarades. Dans ce cas, le lien social est si fort, si intense qu'il en devient mortel. Difficile à comprendre pour nous qui vivons dans des sociétés individualistes. Mais on voit bien comment cette notion de conscience collective, chère à Durkheim, peut jouer un rôle. Et le suicide anomique, dont on a parlé tout à l'heure, comment se différencie-t-il des deux autres? Le suicide anomique est directement lié à ce sentiment de perte de repères, de normes, de valeurs que Durkheim appelle l'anomie. Il survient lorsque la société est en proie à des changements rapides, des crises économiques, des bouleversements sociaux. L'individu est perdu. Oui, déboussoler son boussole morale pour le guider. On peut penser par exemple à une personne qui perd son emploi, qui voit son univers s'écouler. Exactement. La société ne lui offre plus de cadre stable et elle se sent perdue sans but. C'est se vider ce sentiment d'anomie qui peut pousser au suicide. Selon Durkheim, C'est une analyse assez sombre, mais terriblement éclairante. Durkheim nous force à regarder au-delà des explications individuelles. Et pour finir, vous avez mentionné le suicide fataliste. De quoi s'agit-il, Guy? le suicide fataliste, c'est celui qui survient dans des situations de contrainte extrême d'oppression. L'individu se sent tellement prisonnier de sa situation, tellement dépourvu de liberté, qu'il préfère la mort à la vie. On peut penser par exemple à des personnes qui vivent sous des régimes totalitaires. Oui, ce sont des situations extrêmes où l'individu voit le suicide comme la seule issue possible. Alors si on résume la pensée de Durkheim, il semble dire que le suicide sous toutes ses formes est un indicateur de la santé d'une société. C'est une interprétation juste, Un taux de suicide élevé est le signe d'une société en difficulté. qui ne parvient pas à intégrer ses membres à leur offrir un cadre de vie stable. Et face à ce constat, que propose-t-il comme solution? On a évoqué le renforcement des organisations sociales, mais concrètement, non. Durkheim était convaincu qu'il était possible de lutter contre l'anomie, de renforcer la cohésion sociale en créant de nouvelles formes de solidarité. Quelle forme c'est Orlo? Il prônait par exemple le développement de corporations professionnelles, de groupes d'intérêt, d'associations. Pour que les individus se rassemblent. Oui, autour de valeurs communes. C'est un peu comme essayer de recréer les liens sociaux qui existaient dans les sociétés traditionnelles, mais dans un contexte moderne. Oui, c'est l'idée. Trouver de nouveaux espaces de socialisation, de partage d'entraide. Pour que les individus se sentent connectés, solidaires. Et qu'ils retrouvent un sens à leur existence. Une vision optimiste, finalement. Durkheim, malgré son constat assez sombre, croit en la capacité des individus à se rassembler. Mais la question, c'est si ces solutions sont encore applicables aujourd'hui. C'est une question cruciale. Le monde a beaucoup changé depuis l'époque de Durkheim. La mondialisation, la révolution numérique ont profondément transformé nos sociétés. Mais je pense que les idées de Durkheim, même si elles doivent être adaptées, restent une source d'inspiration précieuse. Oui, on sent bien que sa réflexion sur la cohésion sociale, sur les dangers de l'anomie, est plus que jamais d'actualité. Avant de passer à la dernière partie de notre exploration, j'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir à l'impact de ces idées sur la sociologie. Durkheim, en posant les bases de la sociologie scientifique, a ouvert un nouveau champ de recherche, une nouvelle façon de comprendre le monde social. Ces concepts ont eu un impact considérable. Oui, comme les faits sociaux, la conscience collective, l'anomie. Ils ont influencé des générations de sociologues. Et ils continuent de nourrir le débat intellectuel aujourd'hui. Durkheim est une figure incontournable pour quiconque s'intéresse aux sciences sociales. Et ce qui est fascinant, c'est que ses idées dépassent le cadre strict de la sociologie. On les retrouve en psychologie, en économie, en politique. Durkheim nous a légué un héritage intellectuel immense. Et même si certains aspects de ce pensée ont été remis en question, il reste un penseur majeur. Ses idées continuent de nous éclairer sur le fonctionnement de nos sociétés. Alors pour la suite de notre deep dive, on va explorer d'autres aspects de la pensée de Durkheim. Sa vision de la religion du crime et de la division du travail. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de ce voyage intellectuel. Reprenons notre exploration de la pensée de Durkheim. On a vu comment il analyse le suicide comme un fait social, un symptôme du dysfonctionnement social, et comment ses observations sur l'anomie et l'intégration sociale sont plus que jamais d'actualité. Mais Durkheim ne se limite pas à l'étude du suicide. Il applique sa méthode, son regard sociologique, à d'autres phénomènes comme la religion, le crime et la division du travail. Oui, c'est ce qui fait la richesse de sa pensée. Il a vraiment cherché à comprendre le fonctionnement de la société dans sa globalité. Par exemple, d'abord de la religion. Durkheim était lui-même issu d'une famille religieuse, mais il a abordé ce sujet d'un point de vue totalement nouveau. Absolument, ce qui fascine Durkheim, ce n'est pas la vérité des dogmes religieux, mais la fonction sociale de la religion, son rôle dans la cohésion de la société. Pour lui, la religion est un système de symboles, de rites, de pratiques collectives qui renforcent les liens sociaux et les valeurs communes.
Donc si je comprends bien pour Durkheim, la religion n'est pas qu'une affaire de foi individuelle, de croyances personnelles. Exactement, il la voit comme un ciment social, un moyen de créer un sentiment d'appartenance à une communauté, de partager des valeurs et des croyances communes. Il s'est beaucoup inspiré des travaux d'anthropologues qui étudiaient les sociétés primitives et il a notamment utilisé les concepts de totem et de mana pour illustrer cette dimension symbolique de la religion. Ah oui, le totem et le mana, ces termes qui nous semblent un peu mystérieux, pourrez-vous nous rappeler ce qu'ils représentent dans la pensée de Durkheim? Bien sûr, le totem, c'est un emblème sacré qui représente le clan, Ouais. la tribu. Il symbolise l'unité du groupe, son identité collective. Le mana, quant à lui, c'est une force impersonnelle, une énergie qui circule dans le groupe et qui lui donne sa cohésion, sa vitalité. Et pour Durkheim, ces symboles, ces forces, qu'est-ce qu'ils représentent au-delà de leur dimension mystique? Ils incarnent la conscience collective dont on a parlé tout à l'heure, cette force morale qui unit les individus, qui leur donne un sentiment d'appartenance et de solidarité. La religion, en ritualisant, en symbolisant cette conscience collective, contribue à la cohésion sociale. C'est une vision très intéressante. On a souvent tendance à opposer la religion et la société moderne. Mais Durkheim nous montre qu'elle a joué, et peut-être joue encore un rôle important dans la création du lien social. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que cette analyse de la religion peut s'appliquer à d'autres formes de croyances collectives, comme le patriotisme, idéologie politique ou même le sport. Tout ce qui permet à un groupe de se rassembler autour de valeurs et de symboles communs peut contribuer à renforcer sa cohésion. C'est une perspective très éclairante. On comprend mieux comment Durkheim arrive à analyser des phénomènes aussi divers que le suicide, la religion ou le crime en utilisant les mêmes outils conceptuels, justement en parlant du crime. On a vu que Durkheim ne le voit pas comme un simple dysfonctionnement social. En effet, pour lui, le crime est un phénomène normal, inévitable dans toute société. Il va même jusqu'à dire que le crime a une fonction sociale. C'est une idée assez provocante. Comment le crime peut-il avoir une fonction positive dans la société? Durkheim explique que le crime permet de réaffirmer les normes, les valeurs de la société, la réaction collective face au crime. L'indignation, la condamnation renforcent la conscience morale et la cohésion du groupe. C'est un peu comme si le crime servait de repoussoir de contre-exemple, qui permet de réaffirmer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans la société. Exactement, le procès et la punition du criminel, c'est une manière de rappeler à tous les membres de société les règles du jeu, les valeurs communes. En punissant le crime, la société réaffirme ses valeurs et se renforce. C'est une façon de voir les choses assez originale. Ça. On voit bien comment Durkheim, en analysant le crime, ne se contente pas de le condamner. Moralement, il cherche à comprendre sa fonction, son rôle dans le fonctionnement global de la société. Absolument. Et c'est la même approche qu'il adopte pour analyser la division du travail. La division du travail, c'est un phénomène central de la société moderne. Durkheim a été l'un des premiers à en analyser les conséquences sociales. Oui, et là encore, il adopte une perspective sociologique. Il ne s'intéresse pas aux aspects économiques ou techniques de la division du travail, mais à son impact sur la solidarité sociale. Il distingue deux types de solidarité. La solidarité mécanique, qui caractérise les sociétés traditionnelles, et la solidarité organique, qui émerge avec la société moderne. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces deux types de solidarité? Bien sûr, la solidarité mécanique, c'est celle qui repose sur la ressemblance des individus, sur le partage de valeurs de traditions communes. C'est une solidarité de proximité, d'homogénéité. On la trouve dans les petites communautés, les villages où les individus ont des modes de vie et des croyances similaires. Et la solidarité organique, c'est celle qui se développe avec la division du travail, la spécialisation des tâches. Exactement. Dans la société moderne, les individus ne se ressemblent plus. Ils ont des fonctions et des rôles différents. La solidarité organique, c'est l'interdépendance qui naît de cette différenciation. C'est un peu comme un organisme vivant où chaque organe a sa fonction propre, mais contribue au bon fonctionnement de l'ensemble. C'est l'image que Durkheim utilise de la société moderne. C'est un corps social complexe où chaque individu, chaque groupe social a son rôle à jouer, sa contribution à apporter. Mais cette solidarité organique est-elle aussi forte, aussi solidaire que la solidarité mécanique? Durkheim pense que oui, mais elle est plus fragile, plus vulnérable aux dysfonctionnements sociaux. La division du travail peut engendrer de l'anomie de l'isolement si elle n'est pas accompagnée d'une régulation sociale adéquate. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que la spécialisation des tâches, l'individualisme, ne mène pas à une fragmentation excessive de la société. Oui, il faut créer des espaces de dialogue, de concertation, de solidarité entre les différents groupes sociaux, les différentes professions. Durkheim était convaincu que la société moderne, malgré ses défis, pouvait créer de nouvelles formes de solidarité plus complexes, mais tout aussi fortes que celles des sociétés traditionnelles. C'est une vision encourageante, même si on voit bien que la mise en pratique de ces idées n'est pas simple.
On arrive au terme de notre exploration de la pensée de Durkheim. Que pourrions-nous retenir de son travail, de son apport à la compréhension du monde social? Durkheim, c'est le pionnier de la sociologie comme science, l'inventeur du concept de fait social. L'analyste des dysfonctionnements sociaux, il a mis en lumière l'importance cruciale de la cohésion sociale, du lien social pour l'équilibre et le bien-être des individus. Ces idées, même si elles ont été formulées il y a plus d'un siècle, restent une étonnante actualité. Oui, Durkheim nous a légué un héritage intellectuel immense. Il nous a appris à regarder la société avec un œil nouveau, à comprendre les forces invisibles qui façonnent nos vies, et même si ces analyses peuvent paraître parfois pessimistes, il nous a aussi montré que la société a la capacité de se transformer, de s'adapter aux nouveaux défis. Absolument, l'œuvre de Durkheim est une invitation à réfléchir sur le monde qui nous entoure, à comprendre les enjeux de la vie en société et à chercher des solutions pour créer un monde plus juste, plus solidaire, plus humain. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante dans l'univers de Durkheim. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage intellectuel et qu'ils continueront à explorer les multiples facettes de la pensée de ce grand sociologue. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive au cœur des idées qui façonnent notre monde. À bientôt.